Donc, présentation rapide de l'OEP. Alors, l'Observatoire a été créé en 2005, hein, avec les premières assises européennes du plurilinguisme. On se définit comme un laboratoire d'idées, essentiellement. Hein, en français, think tank. Hein, bon. Et comme une association, on est une association avec un conseil d'administration, un conseil scientifique, etc., avec des gens très calés dans leur domaine. Et on a une stratégie tridimensionnelle. Et c'est là où il y a vraiment des atomes crochus. C'est que on a, dès le début, attribué une importance très forte à la recherche. Parce qu'on ne veut pas s'aventurer dans ce genre d'aspect de la vie linguistique en fait des sociétés sans s'appuyer sur les résultats de la recherche. C'est assez compliqué parce que les résultats sont bien évidemment différents. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Donc on s'adresse aussi aux décideurs et on veut aussi s'adresser au grand public. Donc voilà, c'est en tout cas une ambition qui n'est pas forcément totalement accomplie, mais enfin qui s'accomplit quand même dans une certaine mesure. Donc les productions, ce sont les Assises européennes du plurilinguisme, qui c'est une manifestation un peu comme votre université d'automne, mais bon, tous les 2-3 ans, plutôt tous les 3 ans, Paris, Berlin, Rome, Bruxelles, Bucarest, Cadix, donc on essaye de parcourir des grandes villes en Europe. L'Espagne a fait un petit peu exception, parce que Cadix est une petite ville, mais bon, c'était l'Espagne. Voilà. Donc, il y a un site internet assez important avec différentes déclinaisons, mais je ne m'étends pas. Il y a une lettre d'information, 5 numéros par an, 5 euros par an, si. Ça fait 1 euro le numéro. Et puis, on a une maison d'édition, une petite maison d'édition. Il y a à peu près actuellement un peu plus de 20 bouquins qui ont été publiés en l'espace de 5 ans. Bon. Et puis, il y a une charte européenne du plurilinguisme. Bon, notre stratégie, c'est quand même très largement, puisqu'on est un laboratoire d'idées, c'est une stratégie d'influence. Hein, donc, on cherche la reconnaissance des instances administratives au niveau français et européen. Je ne dis pas dans les autres pays, mais dans la mesure où on a aussi des gens dans différents pays, c'est à eux de faire le nécessaire pour essayer d'informer des instances administratives qui ne sont pas toujours averties des sujets. Et au niveau européen, c'est exactement la même chose, dans les institutions européennes qui sont quand même assez complexes, je ne détaille pas. On recherche de la reconnaissance dans le monde universitaire, qui est quelque chose de, je dirais, bon, aujourd'hui c'est largement connu, maintenant dans les milieux linguistiques, en particulier, socio-linguistiques. Et dans le domaine de l'éducation, c'est un de nos axes forts, c'est l'éducation de la petite enfance, jusqu'à l'université. Bon, je ne détaille pas non plus, parce que c'est pareil, hein, j'en aurai pour toute la journée. Dans le domaine des institutions européennes, eh bien, là aussi, on a en fonction des circonstances aussi, un certain nombre d'actions. Il nous est arrivé même en 2000, je ne sais plus c'était en quelle année, à Berlin, en 2009, même d'avoir une belle subvention pour nos assises à Berlin par les institutions européennes, dont d'ailleurs à l'époque il y avait un commissaire qui était chargé exclusivement du multilinguisme. Alors, là j'emploie le multilinguisme parce que c'était son titre, mais généralement le terme qu'on emploiera, vous comprenez pourquoi, c'est plutôt plurilinguisme. Voilà. Donc, alors, en ce qui concerne la recherche, 3 mots. Hein, c'est que la question, nous on est très versés, mais là vous l'êtes aussi, hein, clairement, dans les rapports entre l'objectivité et la subjectivité dans la recherche. À savoir que, en fait, la recherche ne peut pas être 100% objective, hein, parce qu'il faut déjà avoir un intérêt pour chercher quelque chose. Hein, ce qui veut dire qu'on va chercher dans une certaine direction, peut-être qu'on ne va pas chercher dans une autre direction, parce qu'à ce moment-là, l'intérêt n'y est pas, etc. Bon, je ne détaille pas, mais vous avez tout de suite compris exactement quelle était la problématique. Hein, il n'y a pas de processus totalement linéaire dans la recherche. Il y a des moments donnés, des voies qui s'arrêtent, hein, qui ne sont pas explorées, qui un jour, en fait, deviennent d'actualité, etc. Hein, donc, c'est quand même assez important. Hein, donc, le caractère non linéaire. Et le cas du plurilinguisme et de l'EOP, on va plutôt le développer maintenant. Alors là, j'ai en fait, il y a deux... Je n'ai pas vraiment exposé le plan, mais enfin, ça ne fait rien. Donc, il y a une première approche, hein, sur laquelle je ne vais pas trop longtemps m'appesantir, c'est en réalité les mots de la science. Hein. Bon, je vais donner un certain nombre d'exemples et expliquer pourquoi
surtout par mutation, on va voir. Hein. Et puis après, je vais reprendre le problème un petit peu différemment, parce qu'il y a une recherche que nous, on essaye de pousser, et qui est quand même déjà très très avancée. C'est toujours rechercher les fondements scientifiques et philosophiques en fait de ce que de la direction dans laquelle nous on souhaite s'orienter. Hein. Et voilà, parce qu'il y a, je dirais, c'est pareil, les fondements. Bon, on va trouver, il y a des associations qui par exemple, défendent la langue française, ou etc. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que défendent la langue française, mais qui vont rester à un niveau qui, je dirais pas intuitif, mais il y a un attachement particulier. On trouve ça dans la plupart des pays, hein, c'est pas une spécificité nationale, mais les gens qui s'intéressent à la langue telle qu'on à l'usage, bon, vont souvent en rester justement un peu un ressenti et n'iront pas forcément très très loin dans les fondements. Et nous, ce qu'on a cherché, c'est justement d'approfondir tout ça, et c'est effectivement quelque chose, c'est un peu l'originalité de l'Observatoire dans ce domaine-là. Bien, alors maintenant, donc, il n'y a pas, bon, je crois que ça a été dit d'ailleurs hier, il n'y a pas de, enfin, on ne peut pas parler sérieusement de langage scientifique. Hein. Il y a le langage, hein, et dans le parler des scientifiques, et ben on va trouver des mots qui sont assez spécialisés. C'est pour ça qu'on distingue toujours la linguistique générale de la linguistique spécialisée. Donc il y a l'anglais de spécialité, de l'allemand de spécialité, du français de spécialité, etc., selon le domaine dans lequel on travaille. Mais ça reste toujours un langage, le langage au plein sens du terme. Hein, on reste dans la langue, dans le français, dans l'anglais, dans l'allemand, dans le russe, comme on veut le dire, en arabe, etc. Bien. Et donc, beaucoup de mots scientifiques, en fait, sont connus comme étant du domaine de la science, mais ils n'ont rien de spécifiquement scientifique. Par exemple, bon, Big Bang, en fait, ça n'existe pas. Parce qu'il y a un scientifique qui un jour l'a utilisé dans un texte, dans une conférence, une communication, parce qu'il voulait être imagé, donc il a fait de la métaphore, mais le problème, c'est qu'il n'y a ni de Big ni de Bang. Et le trou noir, c'est pareil, il n'y a pas de trou, il n'est pas noir. Bon, bien. Mais on a dit que c'était un trou noir. Voilà, donc tout le monde croit que c'est tout noir. Voilà, bon. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Alors moi, je vais vous donner... Alors là-dessus, j'ai fait une étude qui a été même publiée dans plusieurs revues scientifiques sur le cluster. Hein, c'est un mot que vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu le mot cluster. Hein. Bon. Moi, j'ai connu le mot cluster, ça devait être dans les années, à l'époque, c'était dans les années 80, quand je travaillais sur des disques durs d'informatique, hein, et vous voyez, le cluster, c'était le bloc d'information. Hein, bon, voilà. Hein. Et alors donc, le jour où, alors comme je suis économiste aussi, le jour où le mot cluster est arrivé dans le domaine de l'économie, je dis, bigre, alors ça c'est un peu formidable, hein, parce que c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir étudié tout ça depuis longtemps. Parce que quand j'étais étudiant, j'avais dans le domaine de l'économie un économiste français qui était de très grand renom, qui s'appelait François Peyroux. Et François Peyroux, qui était un économiste précurseur dans le domaine de l'économie environnementale et de l'économie spatiale, hein, avait défini depuis longtemps, dans les années 50, des concepts de pôle de développement, de pôle de croissance, qui n'est pas la même chose. Et puis plus tard, on verra qu'il y a d'autres formulations qui sont arrivées, mais c'était ça. Comment le terme district industriel aussi, non? Comment? District industriel. Oui, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, dans l'économie du XXe siècle, c'est un de ces bouquins de référence, il y a les pôles de croissance et les pôles de développement. Bien. Et dans les années 2000, hein, est apparu alors c'est assez intéressant, est apparu le concept de cluster. Et le cluster, en fait, c'est un mot qui a été prononcé par un grand professeur comment dirais-je, de gestion d'entreprise, hein, qui s'appelait Michael Porter. Hein, et c'est un truc qui a fait, je ne dirais pas des ravages, mais qui a connu une prolifération assez importante. Et à aucun moment, Porter ne cite comme concepteur, le véritable père du concept, François Peyroux. Ça, il y a un écrivain, il y a un économiste québécois qui, lui, l'a fait. Il dit, c'est quand même bizarre, il dit la même chose, hein, simplement, c'était pas la même discipline. Donc Peyroux était plutôt dans le domaine de l'économie, et l'autre était dans le domaine de la gestion. Hein, bon, et tout le monde s'est rué là-dessus. Et donc, dans les années 2000, entre 2000 et 2005,
il y a eu une sorte d'évolution intellectuelle au niveau économique. Il faut savoir que vous n'ignorez pas que dans les années 70-80, en gros, on est parti à mort dans l'économie libérale, voire ultralibérale. Bon. Alors que Pérou était plutôt, je dirais, c'était plutôt un peu la planification française, etc. Bon, il y avait quand même, je n'étais pas dirigiste, mais pour lui, l'État avait toujours un rôle important à jouer. Et tout ça, même cette économie de l'espace, l'aménagement du territoire, a été en quelques années complètement ratiboisé. Tout ce qui était les ressorts de l'aménagement du territoire ont disparu. Et alors, 20 ans ou 30 ans plus tard, ça revient. On se dit, ben non, peut-être que, etc. Et là, on a trouvé des clusters en disant, voilà, ben on va regrouper sur un même espace des entreprises, des ateliers, des banques, des assurances, des laboratoires de recherche, etc. Et ça va faire du développement. C'était ça. Donc voilà, c'est le regroupement. Et le cluster, c'est un mot courant en anglais, parce que ça sert pour désigner un paquet d'immeubles, ça désigne aussi un essaim d'abeilles, ça peut désigner définir un vol d'oiseaux, etc. Parce qu'on voit qu'il y a une petite masse qui se regroupe. Et donc, le cluster a complètement éliminé les pôles. Or, même encore en 2005, on a réinventé le mot en français, en disant, on appelait ça les pôles de compétitivité. C'est dans une loi de finances où on a recréé les pôles de compétitivité. C'est-à-dire, voilà, on conçoit le développement en disant, il va y avoir des pôles et ces pôles vont rayonner autour. Voilà, bien. Donc alors bon, voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la pandémie, il n'y a pas longtemps, dans la pandémie du Covid, en fait, le mot cluster est réapparu. Personne, évidemment, n'a fait le lien 20 ans plus tôt pour la même chose. Voilà, bien. Et donc, on a appelé ça cluster, et c'était pour dire foyer de contamination. On voit très très bien que voilà, le concept existait très très bien, même à mon avis la notion de foyer avec le feu, etc., beaucoup plus de force en réalité que le mot cluster. Et enfin, en tout cas voilà, bon, et on ne fait pas le rapprochement. Et maintenant, on voit comment certains mots dits scientifiques se mettent à proliférer. C'est que, par exemple, la semaine dernière, il y avait un article dans l'Express. Et comme vous avez pu constater qu'il y a quand même eu beaucoup d'inondations ces temps derniers, beaucoup d'incendies, etc. Et ben, il y avait un article dans lequel l'Express qui titrait des clusters d'inondations. Voilà. Bon, nous on connaît quand même la loi des séries. C'est pas nouveau, complètement nouveau, que dans le même temps des événements se multiplient. Voilà. Et donc il y a la série. Voilà. Donc voilà, et ça c'est le processus de création, de génération des mots. Et le problème, c'est que ces mots-là, on croit que ce sont des mots nouveaux, mais ils n'ont strictement rien de nouveau. Donc, alors, en anglais, c'est un mot très vieux qui a été réutilisé dans le temps, etc. Et il se trouve que, voilà, et puis, bon, il se propage, etc. Et l'enrichissement intellectuel, en fait, qui est recouvert par ces mots-là, en fait, n'apporte pas grand-chose. Bon, heureusement que les autres continuent d'exister, mais plus ou moins. Voilà. Donc le mot tracking qui est là a également assez bien fonctionné, mais moi il se trouve que pourquoi c'est comme ça, c'est parce que dans le milieu de la recherche, la plupart des articles originaux sont rédigés directement en anglais, mais j'ai trouvé dans des trucs de l'INRIA par exemple, des articles qui avaient été déjà écrits en français. Et le chercheur, il n'avait pas du tout utilisé le mot tracking. Il avait utilisé le suivi des cas contacts. Le suivi des cas contacts. Dans le suivi, voilà, en fait, le tracking, c'est pas plus que ça. C'est du suivi, ce sont des techniques de suivi, en fait, des cas contacts. Voilà. Bon, je ne détaille pas davantage qu'il y a trop de trucs. Pour le confinement, c'est à peu près la même histoire. Mais là, en français, on l'a pris comme le confinement. En espagnol, on l'a pris le confinamiento, et en italien on aurait pu le faire confinamento, mais non, eux ils ont pris lockdown. Et en Angleterre, en anglais de Londres, on aurait pu dire confinement, mais non, on a pris lockdown. Voilà, pour une raison tout à fait journalistique et qui n'a strictement rien de scientifique. Les Allemands ont pris également le lockdown. Voilà. Bon, après je ne descends pas, bon, il y a fact-checking, vérification, enfin, voilà. Comment des concepts simples et complètement acquis et digérés sont parfois remplacés par des mots qui ont comme caractéristique d'être flous.
hein, parce que nous, on n'en a pas exactement le même usage que la langue source. Hein, voilà. Bon, voilà pour ce qui est de la question des mots. Il y a par exemple, bon, je cite, il y a un article très intéressant publié par Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est en fait un physicien, hein, et dans The Conversation, qui parle un petit peu de la même chose. Et nous, on a un sous-site qui s'appelle NDA, Nouveau Dictionnaire des anglicismes et des néologismes, qui est donc c'est un site annexe qui traite un peu de ces questions-là. Donc, alors le cluster, je vous ai tout dit, hein, donc il existe en informatique, en économie, etc. Alors c'est un mot extrêmement basique, en fait. Ça aussi. Voilà, autre exemple. Maintenant, voilà. Donc maintenant, je voudrais passer le deuxième aspect, je dirais, qui est assez difficile à expliquer, parce que c'est une recherche qu'on a depuis un certain nombre d'années, hein, et qui exprime effectivement la démarche, la recherche de fondement en fait, du plurilinguisme. Et c'est assez curieux parce que le plurilinguisme, c'est plutôt quelque chose d'absolument naturel, puisque c'est un peu l'état des trois quarts de l'humanité, hein, déjà de parler plusieurs langues. Parce qu'en fait, si on demande une définition simple, hein, c'est être capable de s'exprimer en plus de langues, en plus d'une seule langue, disons, à différents niveaux de compétences, dans différents contextes, etc. Ça ne veut pas dire être polyglotte, parce quand on dit polyglotte, en général, c'est pour désigner des gens qui sont absolument des experts dans X langues, ce qui est rarement le cas, il faut le reconnaître. Hein. Mais bon, le plurilinguisme, c'est un état naturel. Hein. Je dirais, il y a un mythe qui est extrêmement fort, et c'est ça, c'est un peu un mystère qu'il s'agit que nous, on cherche quand même à bien élucider, parce qu'il a, lui, aucun fondement scientifique. C'est le mythe du monolinguisme. Hein. Le mythe de la langue unique. Hein. Umberto Eco, par exemple, avait fait sa thèse sur le mythe de la langue unique. Un pavé de 600 pages, dans lequel il explique tout ça, et qu'il remonte à Babel, etc. Parce que le mythe de Babel, c'est également des doubles interprétations. Hein, voilà. Et donc, si vous voulez, actuellement, il y a un peu une sorte d'histoire, une histoire philosophique du langage, hein, ou une histoire scientifique du langage, philo-scientifique. Bon. Normalement, il ne pourrait pas y avoir contradiction entre les deux, quand même. Bon. Alors, on arrive, en essayant de retracer un petit peu l'historique, à trois phases majeures. Une phase pendant laquelle le langage est complètement associé à la pensée. Hein, bon. Il y a une autre grande phase où la langue devient en fait un outil de communication. Hein, bon. Et puis, je reviens ensuite après, et je dirais il y a une troisième phase, qui est la phase dans laquelle nous, on pense que nous sommes, pour tout un ensemble de raisons, qui est, je dirais, le plurilinguisme de l'échange interculturel. Alors, la première phase nous fait partir de l'Antiquité jusqu'à, je dirais, une période presque contemporaine. Hein. Alors, sous l'Antiquité, en réalité, là j'ai cité simplement une phrase d'Aristote, appartient à la pensée tout ce qui doit être établi par le langage. Hein, donc, autrement dit, il n'y a pas... Bon, quand je parle, je pense, hein, et quand je pense, je parle. Enfin, je peux penser tout seul, mais il y a un langage intérieur, hein, et je parle. Et ça c'est je dirais, c'est quand même une grande chose, c'est-à-dire qu'on a considéré que ça allait de soi. Sauf que, en réalité, on n'a pas autonomisé du tout le langage en tant qu'objet d'étude en soi. Hein, bon. Donc on pense, hein, et on considère presque ces choses comme sont suffisantes. Il y a quand même des réflexions à l'époque médiévale, hein, entre les nominalistes et les réalistes. Hein. Donc c'est la question, je n'ai pas mis de schéma, mais en fait, c'est la question du rapport au réel, du langage au réel. Hein. Et disons qu'il y a une représentation qui veut qu'il y a le réel, hein, et puis il y a le concept, et puis après il y a le langage. Hein. Bon, ce sont des choses qui sont
considérés comme... je dirais, il y a le langage dépend du concept, et le concept dépend du réel. Hein. Et ça signifie qu'il y a une sorte de priorité du réel sur le langage, et le problème c'est que ça patine un tout petit peu. Alors dans la conception nominaliste d'Occam, dans C, en fait, il dit le réel, ouais, c'est le réel, oui, puis il y a des concepts, très bien, mais en fait, on ne sait absolument pas évoquer le réel autrement que par le langage. Hein, on ne sait pas le faire. C'est pas parce que je vais faire un dessin que ça suffit. C'est pas suffisant. Et le dessin, ou alors le dessin va tout à fait, si on veut qu'il commence à dire quelque chose, ben il va devenir un langage à part entière. Et ça sera, on sera dans le langage. Hein, bon. Hein, ça, après, c'est l'histoire de l'écriture, tout ce qu'on voudra, parce qu'il y a évidemment, au départ, c'est bien ça. Hein, on commence à compter les chèvres, les bœufs, etc. Hein, et ça commence à faire de la comptabilité, et puis il faut des mots pour désigner tout ce qu'on veut compter, etc. Bien, ça c'est l'histoire. Bon, et donc, mais aujourd'hui, franchement, je dirais la question du rapport entre réaliste et nominaliste, en fait, l'affaire normalement, elle est complètement tranchée. Mais elle n'est pas, mais ça n'est en faveur des nominalistes, en fait. Hein, c'est-à-dire que il y a, en fait, il n'y a pas. Et c'est, bon, j'arrive à Leibniz, Vico, Humboldt, mais je devrais ajouter Kant, Descartes, etc. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, en fait, on n'a pas d'accès, enfin, c'est très difficile à expliquer, mais, parce que quand on voit une table, oui, c'est une table, voilà, bon, hein, donc il n'y a pas d'être là-dessus. Mais, en fait, il n'y a pas l'accès réel, on passe par un intermédiaire de la perception, hein, et voilà. Et donc, et en réalité, le réel, c'est tel qu'on le voit. On a eu des expériences sur la couleur, etc. C'est juste pour donner un exemple, parce que justement, la tranche en biais a fait un petit post sur ça, sur l'opposition réalisme et nominaliste, là, actuellement. Ouais. Vous faites ça dans... Il y a quelques jours. Ah ouais, d'accord, bah c'était coïncident. Bon, donc on est devant quelque chose, je dirais, d'extrêmement fort, hein, et je fais tout un saut vers la fin, parce que c'est presque pas la conclusion, mais il y a une phrase, et puis je reviendrai après, une phrase connue de Nietzsche, souvent réutilisée, hein, pour justement dans une optique totalement relativiste, hein, et qui n'est pas du tout relativiste. Hein. Bon, on fait dire en fait à Nietzsche des choses qu'il n'a pas dites. Et c'est pas parce que on dit que en fait il y a cette espèce d'écran en fait constitué par la perception et par la langue, hein, que le réel n'existe pas. Hein. Il y en a qui disent, bah oui, mais on lit ça, les lois naturelles, enfin, pardon, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Bon, chaque mot nécessite une discussion là-dedans. Hein, bon, mais d'ailleurs, une interprétation, il y a une manière extrêmement vulgaire de parler d'interprétation, donc c'est toi, point barre, etc. Bon, mais l'interprétation, c'est beaucoup plus que ça, l'interprétation. Hein, bon. Donc, effectivement, il n'y a pas... Alors, la conclusion relativiste de ça, c'est de dire, bah oui, mais toutes les idées se valent. Hein, puisque moi je parle, hein, même si je dis une minorité, j'ai entendu une fois sur France Inter, hein, un homme politique, hein, qui dit, mais moi, parce qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas été au courant, il s'était passé un événement la veille au soir, je crois que c'était la signature du traité, du nouveau traité franco-allemand, etc. Et, bon, et le gars, il disait, ouais, ça y est, on a redonné l'Alsace à l'Allemagne. Bon. Et le journaliste dit, vous êtes vraiment sûr, vous avez lu le traité, etc. Il dit vraiment ça, vous êtes absolument certain. C'est ce que je dis, c'est ce que je crois, donc c'est vrai. Bon, voilà. Bien, on a entendu ça, mais un président des États-Unis a dit ça. Hein. Mais il dit, c'est pas vrai maintenant, mais ça sera demain. Bon, bien, voilà. Donc, en fait, il y a une autre phrase de Nietzsche qui dit, ouais, les lois naturelles ne sont pas directement accessibles. Hein, on ne les connaît que par leurs effets. Hein, parce que franchement, en mécanique quantique, à mon avis, les quanta, vous avez vu comme ça, mais le poids, vous avez vu le poids, hein, bon, la gravité, c'est comme ça. Et en fait, la plupart des phénomènes, justement, en fait, je ne crois que ce que je vois, par exemple. Mais pas du tout, en fait, la science, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. C'est justement...
C'est justement la science, c'est ce qui permet d'aller un petit peu à l'encontre des idées reçues, hein, et de ce que l'on croit voir et qu'on croit être la vérité. Exactement l'inverse. Bon, voilà. Donc, en fait, ça c'est Nietzsche. Il n'y a pas de réel. Si je suis convaincu, par exemple, que je suis éternel, hein, donc là, je saute en parachute, hein, aucun problème, hein, jusqu'à l'arrivée. Bon, après, je ne sais pas. Après, le problème, c'est que moi-même, je ne peux pas apporter la réponse. Les autres peuvent voir la réponse. C'est ce que dit d'ailleurs Kant, hein, quand il dit, il n'y a pas la vérité, le fait est subjectif. Il n'y a pas de fait vraiment objectif. Hein. C'est compliqué à saisir. Et lui, il commence à définir une théorie de l'objectivité qui est en fait, que reprendra après Popper, bon, et qui est de dire, ce qui est à un moment considéré comme vrai, c'est ce qui est accepté par la communauté scientifique. Hein, bon. Et oui, c'est ça. Ah bon, l'objectivité en 1492 n'est pas l'objectivité en 2023. Hein, voilà. C'est comme ça. Voilà. Et oui. Bon, il n'y a pas aucun moyen de sortir de là. Bon alors, je reprends l'évolution. Il y a eu les débats de scolastique qui étaient tout à fait des débats extrêmement sérieux et qu'on continue à avoir encore aujourd'hui. Hein. Et puis, après, il y a des Leibniz, des Vico, des Humboldt qui expliquent qu'en réalité, les différences linguistiques, en fait, qui sont quasiment infinies, hein, et elles viennent aussi de la diversité quasiment infinie des expériences historiques. Donc la diversité, Arendt le dira aussi de manière extrêmement forte après, hein, ça fait partie de l'état naturel en fait du monde. Et on arrive là, hein, et une phase nouvelle qui intervient, c'est quand avec le développement scientifique, la linguistique devient une science très séparée qui est autonome. Hein, mais c'est une langue et c'est une science un peu parmi les autres. Hein. Bon. Dans les années 50, apparaissent les théories de la communication. Shannon, etc. Il y a le message qui part, le message qui arrive, et puis hop, il y a un canal par lequel, et puis donc il y a un émetteur, un récepteur, etc. Donc on s'assure que le récepteur reçoit bien le message, etc. Mais c'est une théorie purement mathématique. Hein, et qui ne porte absolument pas sur le contenu. Hein, bien. Et à cette époque-là, des linguistes commencent à se dire, mais il y a une théorie linguistique de la communication. On structure même l'enseignement autour des messages que l'on envoie et que l'on reçoit. Bon. Mais la construction du message, les conditions de construction du message, les conditions de réception du message, en fait, c'est exclu du domaine de la langue. Bon. Alors, Saussure n'est pas du tout là-dedans, en réalité, hein, et je vais dire pourquoi, mais néanmoins, il est un petit peu coupable, parce que c'est lui principalement lui qui a dit, mais qui a autonomisé en quelque sorte la linguistique, qui a fondé la linguistique moderne. Bien. Je vais expliquer. Ah oui, c'est ça. Parce que on va trouver dans Leibniz, dans Vico, comme je dis, il y a la diversité infinie des expériences historiques. Hein. En fait, on va trouver, en particulier chez Leibniz, en fait, deux notions extrêmement fortes. C'est qu'il y a la notion de monade, hein, qui est en gros une sorte d'atome de pensée, pour être extrêmement simple, hein, n'est capable de tout voir. Hein. Bon, il donne des exemples extrêmement simples d'ailleurs. Et donc il y a la notion de point de vue. D'ailleurs, cette notion de point de vue n'est pas totalement partagée, sans que ce soit cité, sans doute par pure coïncidence, par Saussure. À savoir que les langues sont sont en fait des points de vue. Hein. Et comment trancher de l'un sur l'autre dès lors qu'ils sont complètement liés à des expériences historiques différentes. Hein. Bon, la transférabilité est assez complexe. La question de la traduction est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Humboldt, lui, il va parler de vision du monde, mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, c'est traduit comme ça, c'est traduit vision du monde, je ne sais plus comment en allemand ça se dit, mais en réalité, comment donc en fait, on est bien dans la notion de point de vue. Hein, et on aura toujours, hélas, et on peut pas, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas
bon, on dit, le seul qui sait tout, c'est Dieu, quoi. Voilà, à la sortie de là, voilà, bien. Voilà. Et donc, on est dans une période, alors ça c'est une période assez longue, hein, mais qui rejoint en fait très largement l'utilitarisme moderne et la mondialisation. Parce que des idées comme ça, disant ben, finalement, la langue unique c'est très très bien, hein, comme ça je vais pouvoir tout dire hein, en une seule langue, hein, mais bon, mais c'est très largement d'illusion. Mais en combien de mots hein, je sais pas, mais vous prenez l'anglais, le dictionnaire en anglais, en incluant les langages de spécialité, vous avez arrivé à 1 million de mots. Hein, bon, vous prenez le français, c'est pareil, le français usuel c'est 60 000 mots, mais dès que vous mettez du français de spécialité, technique, etc., vous arrivez facilement à 500 000 sans aucun problème. Hein. Et donc, il y a cette illusion qu'on va pouvoir se débrouiller avec 150 mots. Comme si, par exemple, la langue, la communication, c'était l'équivalent du code de la route. Par exemple, avec des petits panneaux, puis voilà, hop, et alors, on peut communiquer avec le morse, on peut communiquer, etc. Mais finalement, là, implicitement, dans cet utilitarisme moderne et la mondialisation, hein, en réalité, intellectuellement, les gens pensent que une langue, c'est un code. Voilà. Mais c'est pas ça du tout. Le problème, c'est que c'est pas ça. Donc, voilà. Cette période-là, je pense qu'elle est largement révolue. Hein. Bon, alors, il y a une grande période générationnelle où on imaginait, à l'époque, pouvoir générer du texte uniquement par de la modélisation. Moi, j'ai fait ma thèse là-dessus, bon, mais du temps de Chomsky, qui régnait quand même sur la linguistique pendant un demi-siècle, hein, bon, on était un petit peu dans cette idée, c'est que la langue était en fait un code. Et cela dit, Chomsky a complètement viré sa cutie, il dit plus ça du tout aujourd'hui. Hein. Il dit, non mais attends, il dit exactement la même chose que la mythe du Humboldt, etc. C'est la pensée, en fait, il est revenu à le langage, c'est la pensée. Il n'y a pas de pensée sans langage, et de langage, et il n'y a pas de langage sans pensée. Dès lors que je parle, je pense, en fait. Bien, voilà. Alors maintenant, on est dans ce que j'appelle une période qui est en cours de maturation, hein, et justement, nous, on participe complètement à ça, c'est le plurilinguisme de l'échange interculturel. Alors, il y a un truc qui est absolument fondamental à avoir en tête, mais ça, maintenant, je dirais, c'était implicite dans tout ce que je viens de dire, c'est que c'est la question de la centralité de la langue. Hein. Alors, en recherchant, je dirais, petit à petit, dans la philosophie, des fondements à tout ça, bon, j'ai donné une petite liste là, bon, Hannah Arendt, philosophe, Tullio de Mauro, un grand linguiste, spécialiste d'ailleurs de Saussure, c'est le traducteur de Saussure. Hein. Bon. Et Henri Lécheny, c'est un autre... c'est un linguiste, traducteur, etc., mais qui a écrit là-dessus des choses extrêmement pertinentes. Anne Wiesmann, qui est un des fondateurs de l'Observatoire européen du plurilinguisme, qui est philologue, philosophe, hein, et professeur à la HESS, mais bon, mais il était mérite. Hein, voilà. Barbara Cassin, hein, là c'est plus jeune, hein, comme c'est la jeune génération, on peut le dire, si enfin. C'est relatif, mais enfin, qui est française et qui je dirais, est également une grande spécialiste de l'Antiquité, la pensée antique, et puis de Arendt, et qui, dans son dernier bouquin qui est sorti dans la collection de bouquins, justement, à l'automne 2022, s'appelle Le pouvoir des mots, hein, et que je vous conseille vraiment. Alors, le mot, on ne peut pas le lire comme ça trop vite, et Juliette Lacombe aussi, membre de l'OEP. Et voilà, c'est Barbara Cassin qui va probablement préfacer un de nos prochains bouquins. Voilà. Et alors au niveau philosophique, bon, il y a Vico, il y a Humboldt, il y a Paul Valéry. Paul Valéry a écrit des choses tout à fait pertinentes sur la notion de point de vue. Et Merleau-Ponty, pareil, là au niveau la phénoménologie, et il y a des pages extrêmement pertinentes dans la phénoménologie de la perception, en particulier. D'autre part, aussi, la vision du monde a complètement changé quand on est dans un monde fini. Bon, on se dit qu'à un moment donné, on va pouvoir tout dire. Bon, et donc, on peut aussi accepter cette idée qu'une langue permet de tout dire, et parce qu'on est dans un monde fini. Mais dans un monde qui est infini et infiniment en expansion, c'est sûr que ça devient un petit peu problématique. Et puis même, qu'est-ce que le réel? Est-ce que le réel,
c'est de la matérialité comme ça, mais est-ce que le mensonge est réel? Bon, ça peut servir quand même, hein, un gros mensonge. Par exemple, les armes de destruction massive. Hein, intéressant quand même. Avec ça, on lance les armées, hein, voilà, on bouleverse, je dirais, toute la géopolitique du monde, hein, simplement par un grossier mensonge. Parce qu'il fallait le faire prendre. Bon, bien sûr, personne n'a mis... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, personne ne mettait en cause. Hein. C'était considéré comme étant une chose acquise. Hein, jusqu'à un moment donné où il y a quand même un petit doute qui a commencé à se faire jour. Hein. Mais voilà, bon. Donc, les guerres engendrées par l'invasion de l'Irak, c'était quand même un fait matériel. Hein, et donc, le mensonge fait partie du monde réel. Hein. Donc, notre réunion fait partie du monde réel, quand même. Hein. Parce que demain après la réunion, le monde n'est plus tout à fait comme il était avant. Bon, voilà. Ah, mais bon, c'est microscopique, je veux bien, mais... Et on dira dans l'histoire, tout a commencé les 14. Voilà. Le monde est né le 14. On ne se baigne jamais deux fois dans le fleuve, disait Héraclite. Voilà. Bon. Donc, alors, bon, ça c'est la conclusion, n'est-ce pas? Le seul problème, c'est que j'en ai au moins pour 2 heures à vous expliquer la conclusion. Voilà. Bon, mais donc, je reviens précédemment, la langue moyen de communication. Bon, c'est vrai que la langue est un moyen de communication, mais ne fait pas que ça. C'est pas, voilà. Hein. Donc, limiter un petit peu, tout focaliser sur le rôle purement de communication, en fait, c'est déjà une grave erreur. Donc, il faut intégrer dans la communication, en fait, la naissance du message, comment le message s'élabore, etc., et comment on le reçoit. Et là, vous rentrez dans une mer, un océan. Bon, donc, en fait, on sait, quand on regarde, moi j'ai repris mes manuels de linguistique générale, hein, peut-être que je les avais appris. En fait, c'était déjà, ils avaient une représentation de la communication qui était extrêmement élémentaire, en réalité. Hein, on n'a pas été très au fond de la théorie de l'information, hein, qui est en fait beaucoup plus complexe. C'est pas un émetteur, un récepteur et puis un canal entre les deux. Et on vérifie si les deux messages correspondent. En traduction automatique, c'est intéressant quand même. Là, on pourra en parler. Et en fait, il faudrait partir d'une notion qui est pas absolument, je dirais, intuitivement, qui vient pas intuitivement, c'est que l'incommunication, en fait, c'est l'état naturel. Hein. Et c'est parce qu'on est dans un état d'incommunication qu'en fait, on crée en fait le langage. Le langage est un réducteur en fait d'incommunication. Hein. Alors ça, c'est l'idée, c'est pas du tout de nous, hein, mais c'est un scientifique français spécialiste pas du droit de l'information, mais des sciences de l'information, qui est Dominique Volton, hein, et qui était directeur d'un laboratoire important au CNRS et qui est l'éditeur de la revue Hermès. Hein. Il y a eu plusieurs ouvrages, plusieurs volumes qui sont passés sur l'incommunication. Et après, il y a eu des ouvrages de vulgarisation, mais c'est ça. Et donc, quand on étudie même les conversations individuelles, interindividuelles, eh bien, on s'aperçoit qu'une grande partie de la discussion, en fait, consiste à réduire la communication. On rentre en rapport, il faut parfois assez longtemps pour se mettre d'accord sur la signification du terme que l'on utilise. Bon. Donc, voilà. Alors, il y a des éléments aussi Alors, il y a des éléments qui sont, je dirais, assez importants, qui ne viennent pas spontanément quand on parle de théorie de la communication. C'est que, en fait, c'est une théorie à la fois mathématique et quantitative. Hein. Et donc, alors là, j'ai pas mis là, et je l'avais mis sur la page précédente, c'est Léon Brillouin, qui, reprenant les travaux de Shannon, en fait, explique que c'est le phénomène d'entreprise. Le désordre, c'est l'état naturel. Bon, l'information vient augmenter l'information. Normalement, on réduit un
un peu l'incertitude, c'est une même fonction que je disais du langage. Hein. Mais quand, sur le même événement, je prends un exemple tout à fait usuel, sur un même événement, vous avez des phénomènes en boucle qui se mettent en route, hein, c'est le phénomène de buzz, hein, mais qui est très très fréquent en matière beaucoup d'articles des journaux sont écrits à partir d'un article que vous avez lu dans un autre journal, etc. Et on se cite, etc. Bon, bien. Ben, en fait, on s'aperçoit que, en fait, à un moment donné, très très vite, on n'apprend plus rien. Hein. Bon, c'est comme vous prenez une chaîne de radio d'information, en continu. Hein. Si vous passez votre journée du matin au soir, hein, je dirais à un moment donné, vous commencez déjà à complètement décrocher parce que vous entendez en fait tout le temps la même chose. Hein, bon, c'est-à-dire que la première information qui apporte quelque chose de nouveau et qui a comme fonction de réduire un peu le désordre naturel, hein, désordre naturel qui vous aide à comprendre un petit peu mieux le monde, disons comme ça, eh bien, la deuxième a déjà beaucoup moins de valeur s'il est identique que la première. Hein, et la troisième, encore beaucoup moins de valeur, etc. Très très vite, vous avez atteint le degré zéro. Donc la surinformation, c'est en fait, voilà. Bon, hein. Donc, alors les langues vont jouer mondialement en fait ce même genre de phénomène. Alors j'essaye d'expliquer, c'est pas ça. Au début, mettons qu'on est dans un état, dans une situation, mais le monde a été souvent un peu comme ça, c'est-à-dire que d'isolement. Hein, toutes les sociétés humaines étaient sur des territoires isolés. Hein, et d'une certaine manière, Vico nous explique effectivement la diversité linguistique, elle vient de ça. Mais bon, si vous êtes en Océanie ou si vous êtes au pôle Nord, vous n'avez pas tout à fait la même vision en fait, du monde que... Bon, bien. Donc, au début, c'est l'isolement. Donc, il y a des langues uniques et qui ne communiquent pas entre elles. Et puis, le monde, hein, en fait, petit à petit, des connexions se font. Hein, et ainsi de suite. Il y a une espèce de... Bon. Et dans les contacts interlinguistiques, en fait, il y a des langues qui prennent le dessus sur d'autres. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Bon. Et donc, quand une langue se développe, hein, effectivement, le nombre de locuteurs augmente. Et comme le nombre de locuteurs augmente dans la même langue, hein, c'est sûr que la communication est beaucoup plus importante, et la richesse des contenus échangés, c'est quand même plus important. Si vous vivez dans un village de 50 habitants, hein, qui est à 2 km d'un village de 50 habitants, que vous n'avez jamais rencontré, hein, bon, votre milieu quand même est un petit peu pauvre quand même. Bien. Bon, dès que vous augmentez ça, ça nous donne l'expansion d'une langue, ou de plusieurs langues d'ailleurs. Hein, bon. Et là, bon, on a Calvet, Louis-Jean Calvet a tout à fait théorisé ça, hein, entre langue, je sais plus, langue de base, etc., langue centrale, et langue hypercentrale. Bon. Bien. Donc, si je pars de zéro, hein, je dirais la dispersion absolue avec une infinité de langues, mettons infinité, mais qu'il n'en est pas vraiment une, hein, et on a expansion d'une langue, si on reste dans l'optique expansion infinie, hein, on arrive à une langue unique pour tout le monde. Dans ce schéma-là, donc j'essaie de reconstituer les schémas théoriques en réintroduisant la théorie quantitative de l'information. Hein, les langues commencent à communiquer. Donc en fait, soit que les locuteurs, en Afrique par exemple, vous savez, beaucoup de gens, hein, il y en a le premier qui a fait ça, il a fait l'école primaire dans un village, hein, donc c'est là où il est né, donc c'est sa première langue maternelle, toc. Un petit peu plus loin, il va sortir du primaire, et alors il a fait maternelle, puis primaire, etc., puis ensuite le collège, hein, et là il se trouve dans un autre environnement, donc là où la langue dominante, ça va être une autre langue, etc. Bon, il va apprendre la langue, là, il en a deux. Après, il va passer au lycée, qui ne sera peut-être pas forcément au même endroit, etc. Et donc le fait d'avoir 2, 3, voire 4 langues, hein, en plus du français ou en plus de l'anglais, ou le français en plus et l'anglais en plus, voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent. Hein, donc les langues sont rentrées en communication, plurilinguisme, plus traduction, parce qu'il y a aussi le travail de la traduction. Alors là, je présente les choses un peu au niveau interindividuel ou collectif ou des petites sociétés. Je pense qu'il faut que... c'est bon. Petites sociétés, hein, mais la traduction, c'est un phénomène absolument fondamental dans l'histoire intellectuelle du monde, l'histoire de la pensée. Hein. Si vous prenez la période 19e, 10e, 11e siècle, hein, prenons
On a tenu nos assises en Andalousie, c'était pas pour rien. Hein. Et en fait, tous les transferts, la redécouverte de l'Antiquité, hein, de Thalès, d'Aristote, de Platon, et puis plein d'autres, hein, d'Euclide, Rousseau, etc. Hein, c'est en fait, ça s'est fait par le Moyen-Orient. Hein. Les conquêtes arabes hein, se sont faites et l'Empire d'Orient s'est trouvé quand même très largement réduit, mais à ce moment-là, il y avait quand même la richesse intellectuelle, elle était du côté de la Grèce hein, et de l'Asie mineure. Hein, et les califes ont fait venir, enfin je simplifie, mais c'est quand même le résumé quand même tout à fait exact, les califes qui avaient une base civilisationnelle assez réduite, en fait, ont fait d'énormes transferts et de la traduction à mort des ouvrages grecs via les langues connues, hein, qui étaient notamment le syriaque, le persan, etc., vers l'arabe. Hein. Et ça, plus tard, c'est tout ce capital accumulé, notamment autour de Bagdad, hein, est arrivé à Cordoue. Alors là, je ne raconte pas l'histoire, mais bon, c'est intéressant, on a des romans là-dessus, hein, comment une dynastie a remplacé une autre, etc. Il y en a une qui s'est sauvée, le survivant de la dynastie est arrivé à Cordoue, et en fait, c'est là que s'est créé, la partie musulmane de l'Espagne, qui a quand même régné, duré quand même pas mal de siècles. Et là aussi, les pôles de traduction, ça a été principalement Cordoue et Tolède. Hein. D'abord Cordoue, ensuite, après la chute de Cordoue, ça a continué à Tolède, et là, en fait, on a traduit beaucoup des œuvres de l'Antiquité qui étaient en arabe vers le latin. Bon. La scolastique médiévale, saint Thomas d'Aquin, n'est pas compréhensible sans Averroès, même s'il a été beaucoup critiqué. Et tout le transfert civilisationnel, il s'est fait principalement, pas exclusivement, mais principalement par ce canal-là. Parce qu'après la chute de Constantinople, hein, il y a d'autres transferts qui se sont faits, puisque beaucoup de savants en fait, qui étaient à Constantinople, hein, en fait, se sont réfugiés, sont venus en Italie. Hein, et donc, ça a donné la Renaissance italienne. Voilà. Donc, le phénomène de la traduction, c'est sur le plan international, c'est un phénomène absolument capital. Hein, c'est pas du tout quelque chose d'annexe, hein, c'est pas le traducteur des petits romans de gare. Hein, voilà. Donc, le plurilinguisme, je dirais, se trouve sur... Alors, ce que je veux dire, c'est que la richesse de l'information, la richesse de la langue, en fait, on l'a au départ. Hein, c'est-à-dire qu'une langue va être le reflet, en fait, de l'interaction hein, entre les humains qui sont là, hein, et qui ont leurs propres particularités, hein, et leur environnement. Hein. Donc la langue, c'est quelque chose quand même de complexe. Hein. Et plus le nombre de locuteurs augmente, hein, soit ils participent du même ensemble complètement cohérent, ou bien ce n'est pas le cas. Évidemment, ce n'est pas le cas. Si vous prenez par exemple le problème de l'anglais, vous prenez l'anglais, le nombre de locuteurs totalement anglophones, ça n'est pas le nombre de locuteurs qui parlent l'anglais niveau A1, A2, hein, puisque la majorité, prenez en Europe, on dit qu'en gros, je crois que c'est 28% qui parlent anglais, mais ils sont tous à peu près au niveau A1 ou A2. Hein, bon, hein, et des C1 et des C2, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt autour de 2, 3, 4, 5%, et tout comme ça. Bon, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, il y a un appauvrissement, en fait, l'extension d'une langue qui est de langue vernaculaire, en fait, c'est des concepts un petit peu anciens, mais qui restent encore valides, vernaculaires qui deviennent des langues véhiculaires, elles perdent, c'est des langues francales, si vous voulez, hein, elles perdent un petit peu du contenu, plus on s'avise, plus on va vers... Donc c'est pour ça que le mythe de la langue unique est complètement impossible, d'ailleurs c'est ce que dit Arendt, complètement impossible. Hein. D'ailleurs, la dynamique logique des langues, c'est le fractionnement. Et ça, c'était très bien expliqué par Brigitte Cloutier aussi dans certains travaux importants, montrant que, évidemment,
même par des sociétés qui sont, où c'est devenu une langue quasi maternelle, en réalité, on a le fractionnement. Et c'est le fractionnement tel que l'explique Vico ou Leibniz, par l'environnement, par l'expérience historique qui n'est pas la même. Voilà. Maintenant, si on mélange plurilinguisme, c'est-à-dire la capacité vraiment de s'exprimer, alors là c'est pareil, vous avez un plurilingue qui va avoir sa langue maternelle qui a une spécificité de la langue maternelle. Hein. C'est très difficile d'apprendre une langue si on n'est pas passé par une langue maternelle. Très difficile, impossible d'apprendre les maths, c'est le problème de la centralité. Une petite fenêtre là, sur la langue en tant que discipline enseignée, hein, ne peut pas être mise sur le même plan que d'autres matières. Or, c'est ce que fait par exemple en théorie le socle commun de l'enseignement, hein, de 2015. Hein, il dit, premier chapitre, premier domaine, les langages. Hein. Alors, la langue française, les mathématiques, l'informatique, les langues vivantes, etc., etc. Et si on lit un petit peu n'importe comment ça, on pourrait dire, bah oui, bah c'est un peu la même chose, donc il y a le français, puis il y a les maths, etc. Donc, je vais utiliser les maths pour apprendre le français. C'est pas évident quand même. Par contre, je ne peux pas apprendre les maths sans le français. Hein, bon. Comme je ne peux pas apprendre les maths sans l'anglais pour un anglophone, etc. Ça, c'est la centralité de la langue. C'est que, en fait, tout va finir par passer par la langue. Et si je ne connais pas, suffisamment la langue, ce qui arrive beaucoup, on en a beaucoup parlé récemment, à des enfants qui quittent CM2 pour partir au collège, hein, et qui ne maîtrisent pas ça, eh bien, ils sont fichus en maths, ils sont fichus, enfin, fichus, je suis un peu dur, parce qu'il y a quand même des possibilités de rattrapage, mais ça devient, plus on avance, et plus c'est difficile. Hein, parce que là, on a enfreint cette règle de la centralité. Hein. Il faut qu'ils maîtrisent suffisamment la langue pour pouvoir ensuite travailler efficacement en mathématiques, etc. Et si on baisse le niveau, l'histoire du niveau, on dit, bah, les Français ne sont pas bons, hein, là, je dirais, vous êtes au courant quand même des tests, enfin des enquêtes PISA, etc. Ils ne sont pas bons ni en français ni en mathématiques. Hein, ben oui, ils ne sont pas bons en français, ils ne sont pas bons en mathématiques. Comme par hasard, c'est la même chose. On a fait un éditorial là-dessus. Bon, voilà. Et là-dedans, donc nous le plurilinguisme se trouve à peu près au milieu de cette logique. Hein. C'est-à-dire que c'est la langue maternelle absolument fondamentale et incontournable. Plus les langues que l'on apprend, si possible, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Hein, et pour avoir une maîtrise suffisante. Et donc, on a, dans ce cas-là, c'est un petit peu comme Charles Leclerc disait, un homme qui parle 4 langues vaut 4 hommes. Bon. Mais c'était multiplicatif. Alors moi, je dirais non, il en vaut 8. Voilà. Être plurilingue, c'est plus que parler plusieurs langues. Voilà. Et aussi cette aptitude, et c'est ça le grand plus en fait du plurilinguisme, c'est cette aptitude à l'échange interculturel. Hein. Et on ne considère pas sa propre langue comme étant le nec, je dirais plus ultra, ou le nirvana de la compréhension du monde, et non, voilà, ma vérité, elle est là. Hein. Bon, non, justement, on rentre un petit peu dans la modestie et l'humilité, je dirais, absolument nécessaire. C'est donc de la même conclusion que Stéphane là-dessus. Hein, et voilà, plurilinguisme, c'est aussi quelque chose d'assez modeste, hein, d'assez humble. Il faut rester dans cet univers-là. Donc, je n'ai pas du tout dit qu'il fallait absolument exclure de l'enseignement l'anglais, c'est pas ça. Hein, mais il y a une manière de traiter hein, les langues. Et je dirais, il y a beaucoup de profs d'anglais qui pensent exactement la même chose que ça. Hein, voilà, c'est dit, ben non, nous on veut enseigner l'anglais, mais pas ce que croit en fait être parler anglais. Ça a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils parlent anglais parce que voilà, bon, ils ont appris à, je sais pas, acheter leur pain, ils doivent prendre un taxi, etc. Bon. Donc il y a une prétention, les profs d'anglais, ils ont quand même une certaine idée quand même de la langue qu'ils enseignent. Hein, voilà. Et pareil pour les profs d'allemand, les profs d'espagnol, et évidemment les profs de français, bien évidemment. Hein, mais, donc on est dans une logique de plurilinguisme et d'échange interculturel. Voilà, c'est pas tout. Comme je vais aller chercher les pizzas, je vais réagir le premier, surtout que
C'est moi qui étais un peu à l'origine de la Oui, mais c'est lui qui m'a poussé. Ça m'étonne pas. Bon, moi, Il fallait que je travaille, il m'a fait travailler parce que... c'est pas mal. Ça, C'est pas pour rien que j'ai adhéré à ton observatoire, donc moi je trouvais ton exposé passionnant, mais très sincèrement, j'étais un peu déçu, c'est pas tout à fait ce que j'attendais, mais tu l'as fait un peu, hein, mais à mon sens trop peu. Je t'avais demandé de nous parler de la manière dont le vocabulaire scientifique est traité dans les, disons, les 3 ou 4 langues qui nous importent, hein, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Alors, tu l'as fait un peu à propos de cluster, tu l'as fait un peu à propos du confinement, tu vois. Du coup, j'attendais quelque chose qui soit un peu plus large, et là, tu nous as fait un exposé sur un peu les grands fondements de linguistique et du plurilinguisme. Encore une fois, c'était passionnant. D'accord. J'ai un peu frustré là-dessus. Alors, oui, est-ce que tu peux revenir quand même? Est-ce que tu as posé cette question? Parce que je signale à tout le monde d'ailleurs que le bulletin que publie l'Observatoire est tout à fait passionnant. Il est aussi très riche. Moi, j'en reviens pas à bout, hein, parce qu'on a trop de choses à lire. Moi non plus, d'ailleurs. Toi non plus. Bon, et Christian est commis lui-même un certain nombre d'ouvrages aussi qui sont tout à fait intéressants. Moi, je peux vous les transférer quand vous voulez, hein, ce sera avec plaisir. Je pense avec son accord. Mais voilà, je reviens à, tu vois, mon attente de départ, là, qui est un petit peu déçue. Je vois. Effectivement, c'est marrant parce que quand justement j'étais parti là-dedans, je me suis dit mais je vais passer toute la séance, va y passer, et je dis c'est dommage parce qu'il y a tout un travail qui, pour moi, et en fait c'est la deuxième partie qui a pris le dessus sur la première. Mais effectivement, je dirais il y a quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Bon, alors Cluster, là, je dirais là-dessus. On a publié 2 ou 3 articles qui ont été publiés dans plusieurs revues, donc dans lesquels j'explique un petit peu ce phénomène et je l'ai analysé comme étant une rupture mémorielle. Et c'est quand même, il y a quand même le fait que dans un certain nombre de milieux, bon bien sûr, pas tout le monde, c'est pas le commun des mortels qui naviguent dans les pôles de croissance, pôles de développement, etc. Et quand même, c'est quand même des notions en sciences politiques qui étaient quand même, je dirais, à l'époque, parfaitement connues. Hein, bon. Et qu'on fait un saut de 30 ans, hein, et d'un seul coup, tout le monde... Alors c'est le ministre à l'époque, Christian Blanc, qui va faire un voyage au Canada, hein, pour voir ce que c'est qu'un cluster. Bon, enfin, nous, on avait déjà fait ça à Sophia Antipolis, quand même, nettement plus tôt. Bon. Donc, je dis, mais attends, mais enfin, j'ai rien contre Christian Blanc, mais pour moi, ce type-là est un ignorant complet. Bon, ignorant complet. Donc, il y a vraiment, comme c'était quelqu'un qui a quand même fait des études, etc., hein, il est sans doute passé par Sciences Po, etc., bon, à mon avis, là, c'est ce qui s'appelle vraiment une rupture mémorielle. On a oublié, hein, parce que c'est dans l'histoire aussi, il y a des écrivains, etc., qui ont connu la gloire, puis d'un seul coup, tout s'effondre, pour des raisons de contexte. Hein, et donc, pour moi, au-delà de simplement d'une discussion sur le vocabulaire, cluster, pas cluster, etc., je voyais quelque chose de beaucoup plus grave, qui était, en fait, comment dirais-je, quand en matière d'emprunt, on a toujours une vision relativement idyllique de l'emprunt en linguistique. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben, l'emprunt c'est toujours un enrichissement, etc., etc. Alors, il faut encore voir, hein, quand il y a emprunt de substitution, c'est pas du tout évident que ce soit une opération spécialement gagnante. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais j'ai quand même pas mal travaillé aussi sur le lockdown. Hein. Mais il y a des gens qui ont travaillé beaucoup plus que moi sur le lockdown, c'est l'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca, c'est l'Académie française italienne, en fait. Hein, c'est une académie qui est née avant l'Académie française. C'est la première académie linguistique, en fait, qui a existé. Avant l'Académie française. La seule différence, c'est que l'Académie française a été intronisée par Richelieu, alors que l'Académie della Crusca n'a été intronisée par personne. Voilà. Mais c'est quand même une autorité sur le plan linguistique,
Et ils ont énormément étudié ce truc-là. Ils se sont demandé pourquoi, en Italie, Confinamento n'a pas été pris et que c'est lockdown qui a été pris. Alors, ils ont reconstitué à peu près le circuit, et moi j'ai contrôlé un petit peu aussi derrière, pour voir comment un mot, en fait, est utilisé et comment après il est multiplié par les effets purement de presse. Voilà. Donc, alors parfois c'est purement circonstanciel, alors en fait je me souviens plus très bien comment la chose s'est vraiment faite, mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans un journal, un journaliste qui est revenu de New York, etc., et qui a titré le lockdown, etc. Bon, et immédiatement après, mais dans un espace, ça c'est un cluster. Ça. Bon, vous avez eu, le mot a été repris, a été repris quoi, en l'espace de 15 jours, une centaine de fois. Voilà, paf. C'était trop tard. C'était trop tard. Et bon, l'Académie de la Crusca a beau dire, mais vous ne comprenez pas, que tout le matériel existant, parce que confinamento, en plus, ça a été utilisé des mots, confinement, c'était utilisé dans les périodes de grande épidémie. Bon, parce qu'il fallait le confinement, il fallait être confiné, il ne fallait absolument pas avoir contact, pour la peste, il ne fallait pas avoir contact avec quelqu'un d'autre, c'était du confinement. Bon, donc, c'est vraiment la coïncidence était très forte. Et ben voilà, c'est comme ça que la propagation se fait. Et donc, alors, et c'est pour ça que, enfin bon, il faut des circonstances un peu particulières. En France, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même manière pour ce mot-là. Et en Allemagne, ils ont repris celui-là aussi. Bon, alors que les mots bon. Et ça, donc là, c'est là que j'ai fait une étude comparative un petit peu. Alors, il y a d'autres mots qu'on pourrait aussi. Enfin, bon, ça devient compliqué, il faut faire une thèse, mais ça, il faut remonter dans le temps. C'est par exemple comment le concept même de laïcité circule. Ouais. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et il circule différemment en monde catholique et en monde protestant. Et même en monde catholique, il n'a pas exactement tout à fait le même contenu. Voilà. Il faut expliquer pourquoi. Mais tout ça, ça s'explique aussi par l'histoire et les différents contextes historiques. Mais le mot laïcité en tant que tel, entre le français et l'espagnol, en 10 ans, c'était fait. On le voit apparaître dans les dictionnaires, en France, autour de 1810 ou un truc comme ça, bon. Et 20 ans après, on le trouve dans le dictionnaire de la royale de l'Académie espagnole. Et on retrouve même le mot, après, en Amérique latine. Et c'est voilà, dans un sens qui est quand même assez voisin. Et c'est pas la même chose que la sécularité. Or en anglais, maintenant, on voit apparaître laicity. Parce qu'on sait bien que c'est pas la même chose. Donc, voilà. Mais parce que c'est pas le même contexte. Le monde à dominante protestante, c'est pas la même chose que le monde catholique. Pour expliquer ça. Les rapports entre l'Église et l'État, c'est pas du tout la même chose, etc., etc. Les guerres de religion, tout le monde n'a pas eu le bénéfice, la chance d'avoir des guerres de religion comme nous, etc. Donc oui, mais ça, je dirais la laïcité, c'est pas un truc qui est arrivé comme ça en 1905. C'est plusieurs siècles d'histoire. Et sinon, on ne comprend pas. Alors, il y a des langues aussi dans lesquelles le mot n'existe absolument pas. Et oui, il faut qu'ils soient obligés d'emprunter. C'est du en arabe. Oui, mais ça, je dirais, il n'est pas là, Céline. On devait avoir une bonne conversation là-dessus. Parce que le concept de laïcité, en fait, il avait déjà été même évoqué par Averroès. Mais ça, pas le mot, la séparation de l'Église et de l'État. En tant que musulman. Donc c'est pas voilà. L'histoire des concepts, c'est quelque chose d'absolument phénoménal.